Avec nous ce soir, le moine bouddhiste Matthieu Ricard, porte-parole du Dalai Lama, l'homme qui reste la voix chaleureuse du bouddhisme en France, vient chaque année faire sa petite tournée, loin de ses montagnes, mais cette fois-ci, il a décidé de nous les montrer à lisse et de la plus belle des façons. Exactement, avec ce livre Matthieu Ricard, un demi-siècle dans l'Himalaya. Parce que Matthieu Ricard, c'est donc le moine bouddhiste le plus connu de France, mais c'est aussi un moine photographe. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Et pourtant, La photo et vous, c'est une vieille histoire d'amour. C'est quand même votre 12e livre de photos. Est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel dans le fait de prendre une photo? Alors, ça serait très joli de le dire, mais en même temps, c'est pas forcément ça. Il y a une joie de partager la beauté. Ça peut être la beauté d'un regard, d'un maître spirituel, d'un enfant, d'un vieillard édenté. Et puis l'émerveillement devant des grands paysages, des espaces, des brumes matinales, l'Himalaya qui s'étend devant vous. Et si vous êtes avec voir un beau paysage, vous avez envie de partager avec des amis et pourquoi pas avec plus d'amis encore. Alors, ces photos, elles ont été prises au Népal, au Tibet, au royaume du Bhoutan, où vous avez passé donc un demi-siècle, comme l'indique ce titre. Moi, ce qui m'a frappé dans ces photos qui sont magnifique, c'est cette lumière très particulière qu'on retrouve sur chaque photo, vraiment. C'est quoi cette lumière? C'est la lumière de l'Himalaya? Si vous voulez, il y a des images qui sont à propos de situation. L'œil du siècle, Henri Cartier-Bresson, qui était un grand ami, c'est un style très différent. C'est la situation humaine, les relations, etc. Et l'autre, c'est les couleurs et les lumières. Et je crois qu'un bon photographe peint avec la lumière. Et justement, on les voit, ces couleurs. Alors, racontez-nous, par exemple, qui est cet homme? Alors ça, c'est un de nos moines. Nous avons 600 moines au monastère de Setchen, au Népal. Et chaque année, il y a un festival de danse sacrée qui vient clôturer une cérémonie qui dure 10 jours et 10 nuits consécutives. Donc les moines sont passablement épuisés et néanmoins ils vont danser toute la journée sur le parvis du monastère. Et la foule vient très nombreuse. Au lieu d'aller au cinéma, ils viennent voir tous les ans ce grand festival parce qu'il ne se passe pas grand-chose là-bas. Dites-moi, c'est pas du tout la conception que je me faisais de votre vie de moine, retiré en méditation toute la journée avec un vague bol de riz et un peu de thé avec du beurre de yak dedans. Vous faites des 10 jours de fiesta comme ça? Alors 10 jours, non, c'est 10 jours de cérémonie où ils sont jour et demi en méditation, etc. Et après, c'est une sorte d'extériorisation de la méditation pour partager avec le public. Vous vivez dans un monastère quand vous êtes là-bas. Je crois qu'il s'appelle le monastère de Setchen. C'est ça, Setchen. On va le voir en photo. Et là, il y a un monastère aussi au Tibet. Ça, c'est au Népal. Voilà. Donc, quand vous êtes dans ce monastère, c'est quoi votre journée type? Comment elle commence, votre journée? Alors moi, disons, je ne participe pas forcément à toutes les activités de la journée, des rituels, etc. Je travaille à la préservation de la culture. Donc, nous avons des archives. J'ai archivé 20 000 documents sur l'art tibétain, des publications. Aussi, c'est un peu notre centre pour 200 projets humanitaires dans l'Himalaya, et au nord de l'Inde et au Tibet. Donc aujourd'hui, nous aidons près de 300 000 personnes par an dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Donc je suis un petit peu actif, mais quand je pars à 3 heures de là, dans mon ermitage face à l'Himalaya, tout s'arrête, on regarde les montagnes, les oiseaux, on médite du matin au soir, donc c'est un rythme de vie très différent. Et on va le voir, l'Ermitage, parce qu'il y a aussi une photo, il y a surtout une photo de la vue depuis l'Ermitage. Alors voilà. Voilà, ça se voit le matin au petit déjeuner. Évidemment, c'est l'objectif, donc c'est à 3-4 km. Non, mais vraiment, c'est comme ça, c'est-à-dire que vous prenez votre petit déjeuner et vous avez ça en face de vous. J'ai fait un autre livre avant celui-là qui s'appelle Voyage immobile, où pendant 1 an, je suis resté assis sur mon derrière, sans attendre que j'étais là. Mais c'est ce que je vois, des moments magiques le matin comme ça. Non, mais là, c'est une île dans les nuages, cette photo. Et alors justement, je vois cet endroit tous les jours, mais 2 fois dans l'année, il y a eu cette combinaison magique du monastère qui était visible, des nuages qui l'entouraient. Donc c'est ça les moments magiques, c'est ça qui fait la photo. On ne peut pas inventer. Cartier-Bresson disait les photos vous prennent, vous ne prenez pas des photos, c'est elles qui vous prennent. Et quand vous voyez ça, c'est évident. Et vous avez toujours votre petit appareil sur vous? Alors, il est dans un coin caché dans l'ermitage. Et tous les 15 jours, je le sors, je fais le cliché qui s'impose. Et après, je m'en occupe plus, je reste tranquille. Très honnêtement, quand vous êtes donc dans cet ermitage loin de tout le monde, est-ce qu'il y a des moments où vous vous ennuyez? Et c'est pour ça d'ailleurs que vous prenez des photos. Oui. Pas du tout. Dites-nous la vérité. Je m'ennuie beaucoup plus à New York, d'où je viens. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et là, je me dis, quelle chance j'ai d'être auprès de mes maîtres spirituels dans l'Himalaya, toute la journée à méditer. Je me sens... chaque instant vaut son pesant d'or. Toute la journée à méditer, pardonnez-moi, mais beaucoup de ceux qui nous écoutent sont curieux, parce que la méditation est devenue...
je dirais pas à la mode, mais en tout cas, un courant de pensée, de vie qui est actif aujourd'hui. Mais si je vous demande de nous décrire en quelques mots ce que c'est qu'une journée de méditation. Déjà, la méditation, on se met sur notre axe. C'est pas relaxer et faire le vide, parce que ça durera pas longtemps. D'accord. La méditation, c'est vraiment un entraînement de l'esprit pour cultiver des qualités fondamentales de l'être humain, l'amour altruiste, l'équilibre émotionnel, la paix intérieure, la force d'âme, la résilience, autant de qualités qui font que nous devenons un meilleur être humain pour mieux nous mettre au service des autres. Et ça, quand je vois cette image, ça me fait penser, j'étais marché pendant 3 jours au Bhoutan, j'avais cette idée, je savais qu'il y avait un lac là-haut, et on a passé la nuit, il n'y avait rien pratiquement pour camper, et je savais qu'à 6 h du matin, le lac serait comme un miroir, que cette montagne qui est à 7000 mètres se reflèterait dans le miroir. Et donc, j'ai été récompensé de mes 3 jours de marche. Et il n'y a personne autour. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez quand vous dites finalement, c'est quand je suis à New York que je m'ennuie. Comment ça se passe justement l'adaptation quand vous faites vos allers-retours, quand vous arrivez en France et quand vous rentrez? C'est pas de l'ennui, mais c'est qu'on se dit, voilà, qu'est-ce que ça, finalement, tout ça, c'est du carton-pâte, à quoi ça sert de faire? Vous dites qu'on est tous fous. Mais vous nous trouvez des harmonieux Non, c'est pas ça, c'est qu'on se dit, il y a tellement de choses plus essentielles à faire dans l'existence. Alors, les allers-retours, aujourd'hui, c'est vrai, je vais bientôt avoir 72 ans, c'est quand même en grande partie pour maintenir le flow, l'enthousiasme, pour soutenir nos projets humanitaires. Parce que sinon, ça ferait pas mal de temps déjà, je serais tranquille. Mais vous avez un sas de décompression quand même? Parce que... Le sas de décompression, c'est ce qu'on a construit pendant des années dans un ermitage, il est à l'intérieur. Et là, c'est vous aussi sur cette photo? Alors là, je suis le photographe, justement, c'est pas un selfie. Oui, vous prenez des selfies d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous demander. Je trouve ça très intéressant parce que le sujet, alors vraiment, il y a mieux. Par contre, là, nous étions au Tibet en février, donc ça avait moins 25 jours et nuits sans chauffage. Donc, vous voyez, là, il faut être bien couvert. Et nous faisons le tour d'une montagne sacrée avec deux amis et d'autres personnes qui s'occupent de nos projets. Très sincèrement, est-ce que vous vous ennuyez avec nous? Parce que c'est finalement la question qu'on se pose. Vous venez de nous dire, moi je suis heureux dans mon ermitage. Alors, on se dit, il est obligé, notamment par toutes ces activités très importantes et qu'il faut soutenir, qui sont les vôtres, de soutien aux ONG. Il vient une fois par an. Alors nous, on est ravis de vous voir. Il fait un peu de retape pour gagner des sous, pour soutenir tout ça. Et puis après, il repart chez lui, il doit être hyper soulagé. Dites-nous la vérité. Je m'ennuie absolument pas. Je suis vraiment ravi de partager tout ça. Vous voyez bien, j'ai de l'enthousiasme à partager cela. Oui. C'est simplement, donc, quand je dis New York, c'est parce que c'est toutes les priorités mal placées du pouvoir, de l'argent, de la célébrité, toutes ces choses-là qui sont finalement des miroirs aux alouettes. Mais de discuter avec des personnes qui ont une ouverture, qui vous posent des questions intéressantes. Au contraire, c'est un plaisir, c'est le partage des relations humaines. Et vous parlez de célébrité, c'est l'une des actualités du jour, donc on va rebondir là-dessus. Emmanuel Macron a décidé de réformer la Légion d'honneur. Pour faire simple, il trouve qu'on la donne en fait à trop de gens. Il se trouve que vous l'avez eu en 2016, au même moment que Marion Cotillard. Et à l'époque, vous racontez que vous aviez hésité à la refuser. Alors, c'est pas vraiment ça, parce que refuser, ça sert à rien, c'est idiot, c'est une preuve d'arrogance. J'étais sur le départ au Tibet, on reçoit un SMS à l'aéroport. Et là, je savais que pendant un mois, j'aurais aucun moyen de communiquer. Et on m'a dit, il faut que tu répondes tout de suite. Donc j'étais avec mes amis de Karuna Sechen, l'organisation humanitaire. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est utile ou pas? Il m'a dit, mais bien sûr. Donc je l'ai accepté, principalement en mettant l'accent comme une reconnaissance sur les actions humanitaires que nous menons. Et non pas comme Bibi Fricotin qui se fait mousser, le petit moine malin et tout ça. Donc de ce point de vue-là, j'étais heureux, et j'espère que c'est pour ça qu'on me l'a donné, de reconnaître le bien qu'on essaie de faire vis-à-vis des populations les plus démunies dans l'Himalaya. Vous allez dire stop un jour, parce que en lisant le très beau reportage qui vous était consacré récemment dans le Figaro Magazine, à la fin, il y a une sorte d'ambiguïté. Notre consoeur laisse entendre que vous pourriez définitivement rester chez vous. Et d'ailleurs, je le suggérais tout à l'heure en vous accueillant. Alors, vous savez, dans le bouddhisme, il n'y a rien de définitif. L'impermanence est dans la texture même des choses. L'impermanence est dans la texture même des choses. Donc, ce qui est certain, c'est que je vais retrouver un peu ma liberté. Mes amis de l'association humanitaire ont calculé que j'avais fait 124 conférences en 5 ans au profit de l'humain. C'est un peu beaucoup de faire le clown constamment. Donc, je vais un peu ralentir. Je vais être libre de choisir si je veux être dans mon ermitage auprès de ma maman de 94 ans qui nous regarde sûrement. Qui vit en France. Et qui est en Dordogne. Et que nous saluons. Et bien sûr. Ou à m'occuper des projets humanitaires sur place, mais pas être coincé, à être ici, là, absolument à telle date, en Australie, au Chili. C'est vrai qu'au bout de 20 ans, depuis le moine et le philosophe, ça fait 1997, c'est un autre anniversaire, j'ai beaucoup tourné comme une toupie. Et à un moment donné, il
pour prendre un peu l'air. Mais continuez à prendre des photos parce que ce bouquin est absolument fabuleux. Un demi-siècle dans l'Himalaya. Merci beaucoup Mathieu Ricard. Votre livre Un demi-siècle donc, est paru aux éditions La Martinière, comme vient de le rappeler Alice à l'instant. Bon retour, je crois qu'on peut dire chez vous. C'est aussi chez vous là-bas? Oui, oui, tout à fait. Mais vous êtes quand même chez vous quand vous venez ici? Je suis chez moi partout, je suis un citoyen du monde.